Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon top 10, mon classement des 10 meilleurs films de l'année 2025. Je sais, je suis complètement à la bourre, je suis complètement en retard, on est en février, ça n'a aucun sens, mais en même temps, est-ce que la vie devrait-elle toujours avoir du sens ? En tout cas, je tenais à changer un petit peu d'énergie dans cette vidéo et me mettre debout pour vous parler. Voilà, vous me direz si vous préférez ou si vous aimiez mieux avant. Et comme ça me permet aussi de changer un petit peu d'axe, de point de vue et de vous faire visiter un peu plus mon salon, mon intérieur, mon fort intérieur, et vous permettre d'avoir une très belle vue sur ma Blu-ray Tech, une autre très belle vue sur ma Blu-ray 4K HD Tech. Voilà, c'est super original hein, pour un youtubeur ciné, évidemment. Donc oui, clairement, j'arrive après la bataille, je suis complètement en retard, je suis même encore plus en retard que Durandal, hein, c'est pour dire. Mais comme on dit souvent, le meilleur pour la fin. Et honnêtement, si j'ai galéré à faire ce top 10 de mes films préférés, eh bien c'est parce que 2025, franchement, ça n'a pas été une année ultra fameuse, je trouve. Voilà, il y a eu quelques bons films, évidemment, mais il n'y a pas forcément eu non plus des films qui se sont imposés comme ça, comme des évidences. Du coup, voilà, j'ai un peu galéré à ordonner le classement de mes films préférés, mais je suis quand même assez confiant sur mon top 3, mes 3 films préférés de l'année 2025. Donc comme chaque année, évidemment, je n'ai pas pu voir tous les films, il y a vraiment des films que j'aurais voulu découvrir au cinéma, mais la vie a fait que je n'ai pas pu les voir, je n'ai pas pu me rendre dans ces salles obscures. Et donc, parmi ces films, eh ben, il y a par exemple Valeurs sentimentales, L'agent secret, Je suis toujours là, Résurrection, le film chinois, ou encore L'étranger de François Ozon, pour ne citer que cela. Et maintenant, sans plus attendre, rentrons tout de suite dans mon top 10 de l'année 2025, et vous allez voir, j'ai pris quelques libertés pour faire mon classement, et oui, c'est comme ça, je fais ce que je veux, je suis chez moi encore. Et donc pour cette 10e place, j'ai mis Mission Impossible 8, et Une bataille après l'autre. Et là, vous allez me dire, what the fuck, quel est le rapport entre ces deux films? Eh bien, a priori, il n'y en a aucun, mais quand on creuse un petit peu, quand on regarde un petit peu plus de près, eh bien, on s'aperçoit que si, il y a quand même quelques petites similitudes, vous allez voir, un peu capillotracté, mais il y en a quand même. Ce sont les deux plus gros films américains de mon top 10, et oui, il n'y aura pas Avatar 3, il n'y aura pas non plus Formule 1, et encore moins Superman de James Gunn. De toute façon, si vous me suivez sur la chaîne, vous savez ce que j'ai pensé de ces films. D'ailleurs, en parlant de Superman, plutôt que d'acheter cette réalisée par James Gunn en Blu-ray, je vous conseille plutôt de vous procurer ce superbe coffret réunissant tous les épisodes du dessin animé Superman, produit par les mythiques studios Fletcher dans les années 40. Voilà, en plein âge d'or de l'animation. Voilà, ça c'est bien, ça c'est Superman. Bref, Mission Impossible 8 et Une bataille après l'autre, deux films qui a priori n'ont absolument rien à voir, et pourtant, eh bien, ils ne sont pas si éloignés que ça sur certains aspects, puisque, mine de rien, ces deux films parlent à leur manière de l'état du monde actuel, de l'état du monde d'aujourd'hui. La prédominance de l'IA pour l'un, et la polarisation du monde entre extrême droite suprémaciste et extrême gauche révolutionnaire pour l'autre. Et en plus, ce sont deux films qui ont chacun une scène très très forte de pure tension et de suspense, de la pure mise en scène. Donc voilà, deux films que je n'ai pas trouvé parfaits, mais deux films qui m'ont malgré tout enthousiasmé. Mission Impossible 8 dure presque 3 heures quand même, et pourtant je n'ai pas vu le temps passer. J'ai trouvé que c'était un très bon spectacle, divertissant, avec des personnages suffisamment attachants pour me faire tenir sur la longueur. Donc voilà, c'est tout ce que j'attends d'un blockbuster. C'est moins frénétique que les opus précédents, mais ce qu'on perd en action, je trouve qu'on le gagne en émotion, et notamment sur la relation entre les différents personnages. Voilà, on sent que le danger peut en faire disparaître quelques-uns. Alors oui, le traitement, l'utilisation de l'IA en grand méchant est parfois un peu facile. Oui, on nous réexplique beaucoup trop de fois l'intrigue et les enjeux pendant tout le film. Oui, Tom Cruise est montré comme un dieu, comme Jésus, comme le sauveur de l'humanité. En même temps, c'est Tom Cruise. Hein. Est-ce vraiment surprenant? En attendant, pour moi, ça a été vraiment un blockbuster de très bonne facture, avec des enjeux forts, des cascades spectaculaires, notamment bien, cette scène d'avion finale qui m'a vraiment communiqué un sentiment de vertige, sans compter cette scène de tension bien suffocante, cette scène sous-marine, voilà, ultra immersive et sans dialogue, hein, vraiment de la pure mise en scène, c'était ultra efficace, et j'ai plutôt trouvé habile la manière de connecter certains points narratifs avec les autres épisodes de la saga pour faire vraiment une conclusion bien globale de 30 ans de film. Bref, 2h45 de pur spectacle devant lequel je n'ai clairement pas boudé mon plaisir. Alors évidemment, ce n'est pas le meilleur film de la saga, hein. Le meilleur restera toujours pour moi le tout premier, réalisé par Brian De Palma, et vous le savez.
Une bataille après l'autre, c'est un film que j'ai vraiment apprécié sur quasiment tous ses aspects. La mise en scène de Paul Thomas Anderson, qui reste toujours bien tendu, avec une caméra assez mobile et nerveuse pour toujours nous communiquer un sentiment d'urgence permanent, ce qui fait que les personnages eh bien, nous apparaissent toujours un petit peu dépassés par les événements. J'ai apprécié l'histoire, j'ai apprécié les thématiques, notamment cette opposition caricaturale mais drôle entre l'extrême gauche révolutionnaire et l'extrême droite suprémaciste. Évidemment, mention spéciale à cette course-poursuite finale qui est un pur moment de cinéma, un pur moment de mise en scène. Voilà, je n'avais pas vu une scène de course-poursuite aussi bien filmée et aussi originale depuis eh bien, la course-poursuite sous la pluie de La nuit nous appartient, réalisée par James Gray. Le seul gros bémol que j'ai eu sur ce film, c'est surtout Sean Penn qui pour moi tombe trop dans une caricature surappuyée, ce qui me faisait sortir du film très souvent. Alors, j'ai compris que l'idée était de caricaturer l'Amérique et ses travers, mais là j'ai trouvé qu'il y avait quand même un déséquilibre trop important entre le jeu, voire le surjeu de Sean Penn, et celui par exemple de Leonardo DiCaprio, qui reste quand même dans un jeu beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sobre, mais tout en étant très juste et poignant. Un film imparfait pour moi, mais malgré tout très stimulant, et qui rappelle encore une fois que Paul Thomas Anderson sait transformer le chaos d'une Amérique fracturée en pur cinéma. Numéro 9, Sorry Baby, un petit film d'auteur américain qui nous raconte l'histoire d'une femme qui tente de se reconstruire après un gros traumatisme à travers des choses assez simples comme l'amitié, des nouvelles rencontres, et c'est un film qui m'a vraiment ému parce que justement il reste tout en retenue, l'émotion passe par des silences, des regards, des échanges, sans jamais forcer le trait, mais avec une vraie justesse dans les sentiments. Et surtout, je trouve que la réalisatrice Eva Victor, qui est aussi l'actrice principale du film, eh bien, traite la question du traumatisme de manière vraiment intelligente. Alors, je ne vous révélerai pas de quoi il en retourne, je ne vous révélerai pas ce fameux traumatisme dont est victime cette femme, mais en tout cas, cette thématique-là est abordée avec une vraie intelligence, sans manichéisme, sans accuser bêtement un camp, mais avec de la nuance, avec beaucoup d'humanité, et en plus, c'est un premier film, donc chapeau l'artiste, et hâte de découvrir les prochains films de cette réalisatrice. Alors en 8e position, Un simple accident et L'accident de piano. Deux accidents, mais deux films qui n'ont absolument rien à voir cette fois-ci. Un simple accident, c'est le film iranien qui a remporté la dernière Palme d'Or à Cannes. Donc encore une fois, le cinéma iranien nous gratifie de véritables pépites, après des films exceptionnels comme La Loi de Téhéran, Les Nuits de Mashhad ou encore Une séparation. Voilà, ça c'est vraiment trois films que j'ai beaucoup aimés, que j'ai adorés. Et donc, Un simple accident nous raconte l'histoire d'un homme qui pense reconnaître son ancien bourreau, qui provoque un simple accident et qui en profite pour le séquestrer le temps d'être certain, le temps d'être sûr de son identité. Une mise en scène plutôt sobre, plutôt discrète, mais qui n'en est pas moins efficace parce qu'elle installe de manière totalement crédible une tension et des dilemmes moraux qui nous prennent à la gorge vraiment du début jusqu'à la fin. Une fin que je ne vous révélerai pas évidemment, mais en tout cas une fin qui apporte une conclusion plutôt inattendue et profondément humaine par rapport à son sujet. Bref, un très bon film qui met en lumière le malaise et la douleur du peuple iranien vis-à-vis de son régime politique répressif et théocratique. Et en ex-aequo, j'ai donc mis L'accident de piano de Quentin Dupieux. Alors avec Dupieux, eh ben, c'est souvent un bon film sur deux, et donc celui-là, eh bien, il tombe du bon côté de la barrière, en tout cas pour moi. Voilà, on est en plein dans son univers absurde, décalé, avec un humour grinçant et des situations malaisantes qui sont très très bien jouées par Adèle Exarchopoulos et Jérôme Commandeur. En gros, on suit l'histoire d'une femme insensible à la douleur, qui est devenue une énorme star sur Internet, et qui se met en scène dans des vidéos de torture physique, en s'électrocutant, en se faisant rouler dessus ou en se faisant tomber des machines à laver sur le corps. Bref, une star des réseaux sociaux, sociopathe, une sorte de jacasse au féminin. Tout se passe bien pour elle, jusqu'au jour où tout bascule avec cet accident de piano qui menace justement sa carrière de vidéaste. C'est un film qui dresse le portrait d'un personnage à la fois triste et horrible, obsédé par la notoriété, mais c'est aussi un film qui renvoie le spectateur à sa propre vacuité, à son propre voyeurisme, puisque le film démontre que notre monde finalement valide, donne du crédit à ce genre de comportement, à ce genre de personnage, et donc là-dessus c'est plutôt pertinent. Un personnage qui est d'ailleurs superbement bien interprété par une Adèle Exarchopoulos qui ose plein de trucs dans son jeu, qui ose pousser son personnage jusqu'à l'absurde, jusqu'au ridicule, mais sans jamais tomber dans un jeu outrancier, et sans jamais lui enlever son caractère flippant et inquiétant. Donc là-dessus, vraiment très très belle performance, et donc oui, L'accident de piano, un très bon cru dans la filmographie de Quentin Dupieux. En 7e position, j'ai mis encore une fois un ex-aequo, et oui, mais bon, cette fois-ci, c'est le dernier, il n'y en aura plus, je vous promets, et j'ai donc mis The Brutalist et Sirat. Alors Sirat, pour la faire simple, c'est comme si
Gaspard Noé avait voulu réaliser un Mad Max en s'inspirant de Sorcerer de William Friedkin. Voilà, c'est viscéral, éprouvant, hypnotique, cauchemardesque, c'est un film qui prend aux tripes. L'histoire est assez simple, hein. On suit un père de famille qui tente de retrouver sa fille qu'il pense avoir perdue après une rave party dans les montagnes du désert marocain. Donc va-t-il réussir à la retrouver? Que va-t-il endurer durant tout ce périple, durant tout ce voyage qu'il partage avec son jeune fils? Ça va pas être évident. Ça va pas être évident au vu des très difficiles péripéties que cet environnement aride et sauvage va amener à ces personnages. Le film est une sorte de road movie désenchanté et cauchemardesque entre un père et son jeune fils. Une quête où, à un moment donné, ils vont être accompagnés par un groupe de jeunes toughers avec qui eh bien, ils vont devoir affronter ensemble une nature toujours plus menaçante et dangereuse. Voilà, plus on avance et plus c'est horrible, plus c'est intense. Et j'avoue que la fin m'a laissé un petit peu pantois. Voilà, je suis resté un petit peu dubitatif par rapport à cette fin. Je me suis demandé si tout cela n'était pas vain finalement. Et puis après avoir digéré le film, après y avoir repensé, j'ai quand même un peu plus apprécié l'intention, là où le film voulait aller. Et ça reste de toute façon une expérience intense, sensorielle, peut-être l'expérience cinématographique, aussi bien visuelle que sonore, la plus marquante de 2025. The Brutalist, c'est déjà un bon gros choc visuel et un vrai plaisir visuel grâce à ce rendu pellicule en 70 mm qui donne une texture, une densité, une grandeur aux images qui prend véritablement aux tripes à chaque plan. La pellicule apportera toujours un petit truc en plus par rapport au numérique selon moi. Adrien Brody est tout simplement magistral, évidemment, il habite totalement son personnage, il rend chacune de ses émotions palpables, authentiques, il nous fait vibrer face à tout ce qu'il doit traverser, face à ses dilemmes, face aux choix qu'il doit prendre entre son ambition personnelle et son statut social. Les seuls petits bémols que j'ai, c'est surtout autour du traitement du personnage de Guy Pearce, qui pour moi frôle lui aussi un peu trop la caricature. Voilà, par exemple, la scène de la grotte, je sais pas si c'était ultra nécessaire, je pense qu'on avait déjà bien compris que le capitalisme écrase et humilie les individus, il y avait peut-être pas besoin d'enfoncer encore plus le truc dans le machin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, dommage, parce que toute cette approche thématique était vraiment intéressante, mais pour moi, elle aurait mérité un peu plus de subtilité pour gagner en crédibilité, même gagner en émotion. Et puis, autre bémol, c'est quand même la durée du film, qui n'est pas négligeable, puisque le film dure 3h30, et je ne sais pas si c'était vraiment justifié, mais honnêtement, voilà, ça n'enlève en rien à la puissance et surtout à la finalité de cette histoire, qui frappe fort et qui reste gravée longtemps après le générique. En 6e position, j'ai mis Companion. Alors là, j'ai adoré le sujet, j'ai adoré l'approche à la Black Mirror. Donc c'est un film qui utilise un concept de science-fiction pour extrapoler notre présent et aborder des thèmes comme les violences faites aux femmes, la domination masculine, l'emprise, la toxicité, l'avidité, et tout ça sans tomber dans un manichéisme primaire, sans tomber dans un manichéisme simpliste. Et c'est vraiment salutaire d'avoir justement utilisé la science-fiction pour parler de ces sujets-là, de ces enjeux-là, et de laisser le spectateur créer lui-même l'analogie plutôt que de lui asséner une leçon toute faite. En plus, tout ce qui est technologie du futur, ça paraît totalement crédible, on y croit, on sent que ça pourrait arriver demain. Sophie Thatcher est incroyable dans le rôle principal, elle réussit à rendre son personnage à la fois vulnérable et puissant, captivant et émouvant. Un film donc de science-fiction, voire plutôt d'anticipation, très efficace et très pertinent, puisque dans quelques années, on en est de plus en plus persuadé maintenant, il est évident que des robots ménagers, voire des androïdes personnalisés au goût du consommateur, eh bien débarqueront un de ces quatre dans nos foyers pour notre plus grand plaisir ou notre plus grand danger. Et voilà, maintenant on arrive au top 5, à mes 5 films préférés de 2025. Et alors là, vous n'allez pas en revenir, puisque en numéro 5, j'ai mis L'âme idéale. Et ouais, grosse surprise, je n'attendais absolument rien de ce film, il est sorti discrètement comme ça en toute fin d'année, je suis allé le voir un peu par hasard, et franchement, eh bien, je me suis pris une vraie vague d'émotions en pleine poire. L'histoire m'a vraiment touché. L'histoire, eh bien, c'est celle d'une femme qui a le don de voir les morts et de communiquer avec eux, de parler avec eux, une sorte de passeuse d'âme. Donc on pense forcément à un certain film de Shyamalan, sauf qu'ici, le film prend une direction beaucoup plus romantique. Cette femme rencontre par hasard un homme, incarné par Jonathan Cohen, qui lui ignore qu'il est mort, et elle, eh bien, elle va tenter de garder ça secret, elle va tenter de lui cacher la vérité sur cette situation, pour maintenir sa relation avec lui, pour maintenir
cette relation amoureuse. Donc là, comme ça, on pourrait se dire que ça fait très postulat de départ de comédie romantique assez classique, mais en réalité, le film est bien plus intéressant que ça. Parce que le film s'attarde quand même pas mal à traiter la thématique du deuil avec beaucoup de sensibilité, parle aussi de la thématique du temps limité qui nous est réservé avec ceux qu'on aime, et tout ça sans tomber dans le pathos, donc c'est pour ça que pour moi ça en fait vraiment un drame amoureux, voire un drame existentiel très intéressant. C'est le premier film de la réalisatrice Alice Vial, et franchement j'ai envie de dire premier tour de force, parce que je trouve qu'elle jongle habilement entre la comédie, le drame et le fantastique, même si pour moi ça penche plus du côté du drame, et c'est d'ailleurs là-dessus que le film m'a vraiment cueilli. L'actrice Magali Lépine-Blondeau est superbe, à la fois drôle et sensible, mais là où j'ai vraiment été surpris, c'est avec Jonathan Cohen, que je n'attendais pas du tout dans ce genre de registre. J'avais l'habitude de le voir très à l'aise dans la comédie, mais dans ce film-là, il m'a vraiment bluffé. Je l'ai trouvé particulièrement émouvant parce que on ressent vraiment quelque chose de très vulnérable chez lui à un moment donné, et ça m'a touché, ça m'a bouleversé, je l'ai trouvé vraiment excellent, j'ai même versé ma petite larme. Donc ouais, chapeau bas à ce très bon premier film, L'âme idéale. En numéro 4, j'ai mis L'épreuve du feu. Autre film français, autre premier long métrage. Et alors là, si on m'avait dit il y a un an que je mettrais 2 premiers films français dans mon top 5 des meilleurs films de l'année, je l'aurais pas forcément cru, mais force est de constater que la vie nous réserve toujours quelques surprises. Bref, L'épreuve du feu, c'est un film qui m'a complètement touché, notamment la fin. C'est toute la thématique de l'amour adolescent, du premier amour qui m'a vraiment retourné. On suit une histoire d'amour entre 2 personnes qui ne viennent pas forcément du même monde. D'un côté, on a Hugo, un jeune homme plutôt réservé, sensible, encore en train de se chercher. Et de l'autre côté, eh bien, on a Queen, une jeune femme au style flamboyant, haut en couleur, plein d'assurance, avec des longs ongles ultra flashy, un peu la cagole du Sud pour faire simple, mais sans être non plus la caricature vulgaire. Et donc, malgré cette opposition, et c'est ça qui est très beau, on sent que ces 2 personnes-là s'aiment totalement, qu'ils se sentent bien ensemble, que chacun apporte quelque chose à l'autre, un peu de confiance en soi, une affection authentique, une affection sincère, bref, l'amour avec un grand A. Mais malheureusement, cette relation va être à un moment donné mise en péril à cause du regard des autres, et notamment de la bande d'amis d'Hugo, une bande d'amis plutôt privilégiée socialement, un peu bourgeois, et complètement en décalage avec la personnalité de la nouvelle petite amie de leur pote. Donc évidemment, Hugo va ressentir les regards gênants, les jugements, les critiques, etc. Du coup, ce jeune Hugo va-t-il privilégier son intégration au sein de ce groupe d'amis, ou bien va-t-il privilégier sa petite amie ? En gros, est-ce que ce premier amour va passer l'épreuve du feu? Une situation devant laquelle j'avais envie de traverser l'écran et d'attraper tous les personnages et de les... Bref, c'est réalisé avec beaucoup de sensibilité et de justesse, on y croit à fond, les comédiens sont tous très bons, le jeune couple est superbement bien interprété par le très touchant Félix Lefebvre et la pétillante Anja Verderosa, et la fin, je ne vous la spoilerai pas évidemment, mais je l'ai trouvée parfaite, elle m'a totalement remué, j'ai adoré, donc l'épreuve du feu, à découvrir absolument si vous ne l'avez pas encore fait. En numéro 3, Un parfait inconnu, sorti en tout début d'année 2025, et oui, on oublie, un film de James Mangold avec Timothée Chalamet dans le rôle de l'icône musicale Bob Dylan. Et alors ça, c'est vraiment un biopic que j'ai adoré parce que c'est un film qui s'affranchit des codes du biopic traditionnel et qui ne va pas forcément romancer plus que nécessaire la vie de l'artiste pour lui donner une dimension dramatique artificielle. C'est un film qui raconte l'histoire de Bob Dylan simplement par la puissance signifiante de ses chansons. Ce sont les chansons qui nous racontent, qui nous disent qui était cet homme et en quoi il a insufflé un nouveau souffle dans la musique. James Mangold refuse de surdramatiser la vie de Bob Dylan, il fait confiance à son sujet, et donc la mise en scène est plutôt sobre, mais justement c'est ce qui participe à rendre la reconstitution des années 60 et toute cette époque vraiment crédible, on s'y croirait, et Timothée Chalamet évidemment est totalement convaincant, aussi bien dans l'attitude que sur la partie chant. Le réalisateur filme la musique et les différents concerts d'une manière brute, presque comme dans un live, comme si chaque chanson était un véritable moment de bascule dans la vie de l'artiste, et c'est ce qui en fait, à mon sens, un biopic très vrai, très frais et très vivant, le genre de film qu'on prend plaisir à voir et à revoir, un régal. Numéro 2, Touch, Nos étreintes passées. Encore un film romantique. Et oui, vous commencez à me connaître maintenant. Et ce film, eh bien, il parle d'un amour passé vieux de 50 ans. On suit l'histoire d'un vieil Islandais de 70 ans qui va tenter de retrouver son amour de jeunesse, une japonaise qu'il avait rencontrée à Londres à l'époque où il travaillait dans un restaurant. Et donc le film va être comme ça ponctué de plusieurs flashbacks
qui vont nous replonger dans cette histoire d'amour originelle pendant qu'on suit tout en même temps ce périple un peu fou qu'entreprend ce vieux monsieur pour retrouver celle qu'il a aimée il y a 50 ans. C'est beau, c'est émouvant, c'est pur, c'est sans pathos, sans effet appuyé, sans mièvrerie ou musique tire-larme, mais juste mature, délicat, élégant, bref, une approche vraiment authentique, sincère, qui moi m'a totalement bouleversé. Et oui, parce que bon, je crois que vous avez commencé à le capter, je suis très sentimentalo, romantico, nostalgique. Voilà, c'est comme ça, on ne se refait pas, donc forcément ce film m'a touché en plein cœur, j'ai versé quelques larmes. Voilà, c'est une histoire simple, mais qui médite avec force sur le temps qui passe, la mémoire, les regrets, et aussi sur ce qu'on n'a jamais vraiment oublié. Donc Touch, nos étreintes passées, eh bien ce fut un véritable petit bijou au milieu de l'été 2025. Et en numéro 1, le meilleur film pour moi de l'année 2025, eh bien c'est un film quasiment français, on pourrait dire, sauf qu'il n'a pas été réalisé par un Français, mais par un réalisateur américain dont j'apprécie particulièrement la sensibilité très romantique, puisque c'est lui qui a réalisé la trilogie Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. Je parle bien évidemment de Richard Linklater, et je parle bien évidemment de son film Nouvelle Vague, un film qui nous raconte toute l'aventure de la production du film À bout de souffle de Jean-Luc Godard, l'un des films emblématiques de la Nouvelle Vague. Et c'est tout simplement passionnant, stimulant, euphorisant. La reconstitution de ce vieux Paris des années 60 est extrêmement bien faite. On voyage dans le temps, on y croit, mais le film n'est pas seulement qu'un travail de reconstitution graphique, ce serait vraiment réducteur, c'est aussi la reconstitution d'un état d'esprit de l'époque, d'un élan artistique, d'une liberté créative totalement grisante, et qui nous rappelle à quel point le cinéma, eh bien, c'est un acte de foi, un saut dans l'inconnu, un art un peu inconscient et un peu naïf, mais tellement cathartique et inspirant. Et franchement, on termine la séance, on n'a qu'une envie, c'est de prendre une caméra et de faire un film. C'est revigorant, c'est un très bel hommage à toute cette page de l'histoire du cinéma, et cerise sur le gâteau, tous les acteurs et les actrices sont dirigés d'une main de maître, mention spéciale à celui qui interprète Jean-Luc Godard qui est ultra bluffant, il caricature pas, hein, il est Godard, et pareil pour l'acteur qui joue Belmondo, voilà, tout sonne vrai. Bref, quand on est passionné de cinéma ou qu'on s'intéresse à l'histoire du cinéma, je pense qu'on ne peut qu'apprécier un film comme Nouvelle Vague. Voilà, c'était mon top 10 des meilleurs films de l'année 2025. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? On en débat, on en discute dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager vos classements à vous, vos 10 meilleurs films de l'année 2025. Voilà, on en discute, toujours dans la bonne humeur, dans la bienveillance et la bienséance. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures, peut-être même sur d'autres chaînes YouTube. Vous verrez, il y a des choses qui se préparent. Et en attendant, évidemment, comme d'habitude, continuez à fréquenter les salles obscures. Ciao! Cher monsieur, acceptez ceci pour vous dédommager. Comme vous voyez, poids et haltères.